certains hasards précipitent les hommes vers une existence qu'ils n'auraient jamais imaginée. À 23 ans, alors que je suis étudiant à l'université, ma vie prend un tournant inattendu. Par goût de l'aventure, je rejoins des précurseurs de la science polaire. Direction l'Antarctique. Ce continent découvert 100 ans plus tôt reste en grande partie inexploré. Après 2 mois de navigation, je foule le sol de l'Antarctique pour la première fois. Quelle splendeur! Mais le voyage n'est pas terminé. Notre équipe doit rejoindre la base de Charcot avant la fin du court été austral. Je prends conscience que la vie ici va être très éprouvante. Les tracteurs nous déposent et repartent au plus vite pour la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude m'envahit. Nous sommes désormais seuls au monde. Avec mes 2 compagnons, nous allons hiverner 1 an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés avec un stock de boîtes de conserve pour tenir. Un poêle à fioul maintient une température tout juste positive à l'intérieur. Dehors, le froid complique tout. Le montage d'une simple tour météo nous demande plusieurs jours d'efforts. On me confie mes premiers travaux scientifiques. Je relève chaque jour les données météo et j'étudie les cristaux de neige. Ma mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Mais les conditions sont extrêmes. Nous passons le plus clair de notre temps à lutter contre l'hostilité du milieu. Notre travail scientifique est fortement ralenti. Avec l'hiver, l'obscurité s'installe pour 6 mois. Notre morale baisse. Heureusement, des instants magiques illuminent parfois le ciel. Jamais je n'oublierai ce spectacle. Un jour, notre éolienne tombe en panne. Nous n'avons plus de courant, plus de radio pour contacter le monde extérieur. Pour survivre, nous devons plus que jamais rester soudés. L'été austral fait son retour. Notre mission touche à sa fin. L'attente de la relève est interminable. À l'arrivée du convoi, je ressens un mélange de joie et de peine. Au fond, je me suis attaché à ces lieux. Cette première expérience polaire a révélé ma vocation. J'étais un jeune étudiant épris de science et de grands espaces. Désormais, je veux être glaciologue. Après Charcot, l'Antarctique ne quitte plus mon esprit. Je vais pourtant attendre 2 ans avant d'y retourner. Je me souviens de mon impatience. Le Victoria Land Traverse est ma 2e expédition polaire. Cette fois-ci, je rejoins une équipe américaine. Nous devons explorer une région totalement méconnue de l'Antarctique. À peine parti, un gigantesque glacier nous bloque le passage. Notre convoi navigue à vue pendant des jours dans un labyrinthe de crevasses.
Après cet enfer, nous atteignions enfin l'Inlandsis, une immensité de glace qui s'étend à l'infini. Nos esprits se noient peu à peu dans la blancheur du décor. Pour garder le cap, nous nous fions au soleil, aux étoiles et au vent. Mètre après mètre, nos instruments révèlent un continent enseveli sous 2000 mètres de glace. À chaque arrêt, je prélève de la neige avec précaution et j'analyse sa composition. Pour suivre notre mission scientifique, nous demande une volonté à toute épreuve. Les conditions climatiques sont terribles. Nos machines et nos corps subissent l'agression permanente du blizzard. Chaque kilomètre accompli a la saveur d'une victoire. Malgré tout, j'amasse peu à peu un trésor de données. Je pressens déjà qu'elles vont mener à des résultats exceptionnels. Après 4 longs mois d'exploration et 2400 km parcourus, une chaîne de montagnes jusque-là inconnue se dresse devant nous. Les Américains me font l'honneur de nommer un des sommets le mont Laureus. Mais la joie est de courte durée. Ces montagnes sont infranchissables. Nous sommes exténués. Les secours viennent nous sortir de là. Nous sommes contraints d'abandonner une grande partie de notre matériel pour limiter la charge de l'avion. Je décide de n'emporter que mes notes et mes prélèvements. De retour en France, ces échantillons me livrent une information essentielle. La composition chimique de la neige varie en fonction de la température à laquelle elle se forme. Je tiens ma première découverte. L'histoire climatique de notre planète se cache dans les glaces de l'Antarctique. J'ai passé ma vie à étudier l'Antarctique, et c'est dans un moment anodin qu'est née ma plus belle intuition scientifique. En 1965, je dirige la base antarctique de Dumont-d'Urville. Mon équipe réalise des forages dans la glace. Un soir, nous rafraîchissons nos verres avec des glaçons issus de nos prélèvements. En observant les bulles qui s'en échappent, une idée me traverse l'esprit. Et si l'air piégé dans cette glace était un échantillon de l'atmosphère du passé? Il suffirait de prélever de la glace à grande profondeur pour retrouver l'air des époques lointaines. Remonter le temps. Encore faut-il le démontrer. Avec mon équipe, je développe de nouvelles techniques de forage et d'analyse. Les années passent. Je pense alors à Vostok, l'endroit le plus froid de la planète. Là-bas, les Soviétiques ont réussi à forer la glace à des profondeurs impressionnantes. Les amitiés nouées au cours de mes expéditions vont être cruciales. En pleine guerre froide, je parviens à convaincre Américains, Soviétiques et Français de travailler ensemble pour étudier les glaces de Vostok. Tous acceptent sans hésiter. Les Américains se chargeront du transport, les Soviétiques mettront à disposition leurs échantillons de glace, les Français les analyseront. Les Soviétiques nous réservent un accueil chaleureux
dans ce monde où la température peut frôler les moins 90 degrés. Les foreurs de Vostok creusent jour et nuit pour atteindre le sous-sol et ses richesses. Pour eux, la glace n'est qu'un obstacle à franchir. Par chance, leurs scientifiques ont conservé les résidus des forages dans une cave de la base. 2083 mètres de carottes de glace, soigneusement répertoriées et jamais étudiées. Je trie avec précaution les échantillons les mieux conservés. 160 000 ans d'archives du climat défilent entre mes mains. Un trésor inouï pour un glaciologue. L'aventure n'est pas terminée. Il faut ramener cette glace en France sans qu'elle ne fonde. Là encore, les Soviétiques nous apportent leur aide. Leurs tracteurs ramènent les carottes jusqu'à la côte, puis les chargent sur leur navire à cale frigorifique pour la suite du voyage. Une fois au laboratoire, une équipe entière s'affaire à extraire les minuscules bulles d'air intactes. L'analyse des échantillons va prendre plusieurs années. En étudiant leur composition, nous faisons une découverte capitale. La teneur en CO2 de l'atmosphère et la température de l'air sont intimement liées depuis toujours. À partir de 1850, les résultats s'affolent. La courbe du CO2 quitte son oscillation naturelle et s'envole vers des niveaux jamais atteints. Puis la courbe des températures grimpe à son tour. Ce changement brutal coïncide avec le développement industriel. L'homme, par ses activités, est en train de modifier le climat de la Terre.